Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaire média e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. La data en e-commerce, pourquoi faire ? La maîtrise des informations collectées sur les consommateurs, plus communément appelées data clients, est devenue un enjeu majeur pour le développement des acteurs du e-commerce. Quelles sont les datas les plus utilisées dans le secteur e-commerce ? Quels outils sont utilisés pour collecter de la donnée issue des consommateurs ? Quelles sont les pratiques à éviter lorsque l'on souhaite récolter de la data ? Enfin, quelles sont les datas à récupérer pour accroître ces conversions ? Pour en discuter, Flora Wolfer de Payplug, Ramata Diallo de Fashion Consulting Paris, Sébastien Tortu, consultant indépendant, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue sur The E-Commerce Society. Aujourd'hui, nous allons encore parler de data, mais cette fois-ci, pourquoi faire ? Effectivement, on parle beaucoup de la data dans le domaine publicitaire, dans le domaine de l'e-commerce également, mais pourquoi tout ça ? Pourquoi effectivement exploiter de la data en e-commerce ? Et pour commencer, je vais poser une première question et Flora, tu auras la lourde tâche d'inaugurer ce débat en y répondant. Ensuite, ce sera à toi, Ramata, et ensuite à vous, messieurs. Première question, quelles sont les datas les plus utilisées dans le secteur e-commerce ? Alors, assez pragmatiquement, si je devais en sélectionner deux, je pense qu'il y a d'une part, l'une des données qui est le plus importante à suivre, c'est d'une part le chiffre d'affaires, d'autre part la marge. Pourquoi je donne ces deux chiffres-là, qui sont des chiffres en fait très classiques pour n'importe quel business, bien évidemment. Pour moi, c'est très important, d'autant plus pour le e-commerce, parce que c'est ça qui caractérise, qui vous permet de décider en fait et d'orienter l'ensemble de votre business plan pour la suite. Pourquoi ? Parce que en fonction de ces informations-là, de votre taux de marge en particulier, vous allez pouvoir après aller récolter les bonnes informations sur vos campagnes d'acquisition, sur votre publicité au global, sur l'ensemble de votre structure de coûts, etc. Donc moi, si je devais sélectionner vraiment deux données à suivre au quotidien pour un e-commerçant, je pense que ce serait vraiment ces deux données-là. Merci Flora. De ton point de vue, Ramata, quelles sont les datas les plus utilisées dans le secteur e-commerce ou qui, à tes yeux, sont les plus importants dans le secteur e-commerce ? Alors moi, pour le coup, j'avais envie de parler en fait du secteur de la mode et en fait des datas qui sont importantes dans ce secteur-là. Donc bien sûr. Puisque tu travailles, je le rappelle, ou pour ceux qui ne le sauraient pas, dans ce secteur effectivement. Ouais. Et donc je rejoins tout à fait Flora, le chiffre d'affaires et la marge. Les données qui vont être intéressantes dans ce secteur-là, c'est la tendance en fait. Et l'une des particularités de ce secteur, c'est que on a des nouvelles tendances tout le temps et l'intérêt pour une entreprise, c'est de pouvoir être au fait de ces tendances-là. Et aujourd'hui, il y a des structures qui sont spécialisées dans la prédiction. C'est-à-dire, pendant les Fashion Week, elles vont analyser toutes les datas. Elles vont être capables d'analyser les likes, les commentaires, les partages et de pouvoir donner des données extrêmement précises et précieuses aux marques de mode pour les aider finalement à prendre leurs décisions. Donc là, la data, elle va vous aider à définir vos quantités en termes d'achat, éventuellement des notions de prix. Et donc, ça permet vraiment de sécuriser le business quand on est dans un secteur dans lequel, quand on parle de mode, on se dit ça évolue tout le temps, ça change tout le temps. Comment on fait pour prendre ces décisions en restant performant ? Là, la data et l'intelligence artificielle, elle va vraiment permettre de sécuriser, de rassurer un chef de produit et un acheteur. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'évolution, elle est vraiment à ce niveau-là, elle est extrêmement intéressante. Merci Ramata. De ton point de vue, Sébastien, quelles sont les datas les plus utilisées dans le secteur e-commerce ou qui, de ton point de vue, seraient à privilégier dans le secteur du e-commerce ? Là, on parle de data côté entreprise. Je pense qu'il y a toute la data client qui est importante parce que c'est celle qui va nous permettre de mieux connaître notre client, qui va nous permettre d'innover, de lui proposer des produits qui lui vont, des services qui lui correspondent, etc. Et donc là, je pense qu'il y a aujourd'hui, et c'est ce qu'on n'avait pas avant, ou en tout cas de façon plus compliquée, il fallait faire des enquêtes, etc. Aujourd'hui, on a, si on parle que de l'e-commerce, rien qu'avec Analytics, on a une... Google Analytics, oui. On a énormément de data, peut-être même plus que ce qu'on est capable de traiter, et qui vont nous permettre de savoir où sont nos clients, quel âge ils ont, ce qu'ils achètent,
pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont été voir sur notre site avant d'avoir acheté, quand est-ce qu'ils sont revenus, etc., etc. Et toutes ces datas-là qui sont vraiment comportementales, je pense que c'est la clé du succès d'une entreprise e-commerce, parce que ça va vous permettre, encore une fois, de proposer le bon produit à la bonne personne au bon moment, quoi. Merci Sébastien. Juste, quand même, le fait d'utiliser de la data de tendance, on est plus orienté client qu'entreprise quand même, non? Oui, mais là, c'était avec cette vision, finalement, je me rassure en tant qu'entreprise. Moi, je parle vraiment du côté, j'apprends à connaître mon client et je me demande, tiens, qui il est? Parce que souvent, en fait, on a le client qu'on cherche toucher et on a le client qu'on a vraiment. C'est pas toujours le même. Oui. Et ça, c'est important de le savoir. Merci Sébastien. Pierre-Louis. Effectivement, il y a le full stack Google qui est extrêmement utile, malgré le fait que ce soit des données qui sont agrégées. Donc, de temps en temps, on a besoin de descendre sur du log aussi pour savoir. Ensuite, il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus lourds, de type Power BI et tout, qui nous permettent de remonter le business. Et puis, si on devait prendre des exemples, je pense que les approches qui sont liées au flux Amazon, par exemple, sont extrêmement intéressantes en tant qu'acheteur et en tant que vendeur, pardon. Parce qu'on a 3 différents flux. Le premier, c'est le flux produit, au sens vente du terme, combien j'en ai vendu, etc., etc. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires. J'ai mon flux lié à mon contenu, avec les contenus A+, où maintenant je sais en temps réel, si je rajoute un 3e bullet point ou un 2e bullet point, si j'en supprime un, quel effet ça va avoir sur les ventes. Et puis, il y a un troisième data qui est lié au ROAS, c'est-à-dire que si j'investis 1 euro en pub, combien ça me rapporte en termes de chiffre d'affaires. Donc en fait, on ne peut pas choisir 1, 2 ou 3 data sur le e-commerce. Quand je parle d'Amazon, on pourrait exactement avoir la même logique sur du Carrefour. Il y a les outils, donc c'est fait, mais la data en elle-même, il faut arriver à agréger du socio-démo, du comportemental et du transactionnel. Et on a ce qu'il faut à date. Maintenant, en tant que marketeur côté annonceur, je pense qu'il faut avoir un tableau de bord avec 10 données maximum, parce que sinon... Oui, parce que comme tu le soulignais tout à l'heure, Sébastien, sinon il y a plus de données qu'on ne pourrait en traiter. Et puis, pour faire la preuve de l'efficacité d'une action e-commerce, c'est pas la peine d'arriver sur 15 ou 20 ou 30 items. Il y a toujours un item qui va contrer l'item numéro 2 ou l'item numéro 8. Et le Merci reste, Pierre-Louis. Disperser, Flora. en fait, je pense. La problématique quand on se retrouve avec énormément de données à disposition, c'est d'oublier en fait les données un peu, ce qu'on appelle les North Star Metrics, mais de se retrouver à regarder tellement de KPI qu'en fait on ne suit pas une vraie direction et on essaye tout le temps d'ajuster à la marge. Lune, mais tu regardes le doigt, quoi. C'est ça. Okay. Et en fait, l'idée c'est que quand il y a 10 doigts qui pointent dans une direction un peu différente, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On est distrait. Et donc c'est vraiment essentiel, je pense, d'arriver à agréger ces données-là, mais de garder systématiquement une direction qui est propre. Et c'est ça qui est souvent un petit peu difficile. Merci Flora. Alors, je vais reprendre un point que tu as évoqué, Pierre-Louis. Tu disais qu'il y avait 3 types de données, la donnée socio-démo, la donnée comportementale et la donnée transactionnelle. Mais il faut des outils pour ça. D'où ma seconde question. Et tu en as un petit peu parlé également au niveau des outils. Ma deuxième question est la suivante. Quels sont justement ces outils, quels sont les outils utilisés pour collecter de la donnée issue des consommateurs? Flora. Moi, naturellement, j'aurais envie de parler de Google Analytics et globalement de la stack Google. C'est quand même un outil qui a un pouvoir qui est assez démesuré, qu'on n'imagine pas toujours d'ailleurs, et qui permet vraiment de suivre en fait, au quotidien ce qui est en train de se passer sur son site. Ce que disait très bien Sébastien tout à l'heure, en fait, on a souvent... un fantasme en tant que marketeur d'une cible, et après on a une réalité. Et c'est un outil que moi je trouve très puissant parce qu'en fait finalement très simple à utiliser, qui permet de créer ce niveau de connaissance-là et de vérifier en fait l'ensemble de ces hypothèses. Donc assez naturellement, je pense que si je devais citer un seul outil qu'un bon marketeur en e-commerce doit utiliser tous les jours, je pense que c'est vraiment celui-là. Merci Flora. Ton avis, Ramata? Alors, mon avis là-dessus, jusqu'ici, je suis d'accord avec toi, Flora. Bon, ce serait difficile de ne pas être d'accord avec cet outil-là. Moi, j'ai envie de vous parler d'un outil qui a été créé par Jennifer, qui s'appelle PleasePay. Jennifer, c'est une entreprise, donc une marque de mode qui... C'est bien Jennifer, G-E-N-Y-F-E-R. Ouais, qui aujourd'hui se fait plutôt appeler Don't Call Me Jennifer, d'ailleurs. Okay. Pour être vraiment précise. Et en fait, donc c'est une marque pour ados et pré-ados. Et la difficulté qu'ils ont à un moment donné, c'est qu'ils ont calculé qu'ils avaient un pourcentage de paniers abandonnés qui était assez élevé.
du fait de ces jeunes gens qui n'ont pas les moyens, en fait, qui n'ont pas de carte bleue, en fait, ils n'ont pas le moyen de payer. Donc, en fait, ils font leur sélection, ils s'amusent et puis après, ils abandonnent leur panier. Donc, l'analyse de ces data, ça leur a permis de se dire, il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution. Et l'outil s'appelle PleasePay. En fait, il permet de transférer son panier directement à un parent. Donc, moi, j'ai envie de le faire pour d'aller chez Tiffany, sélectionner un panier et de le transférer. Du coup, c'est du vécu. Je suis papa d'une jeune fille de 19 ans et régulièrement, je reçois effectivement des paniers à payer. Normalement, il y a la possibilité pour le parent de valider ou pas le panier, d'éventuellement ajouter ou enlever. Mais on est vraiment dans cette logique on a une problématique business, on a vraiment un indicateur qui peine en fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des outils qui sont disponibles qui nous permettent de relever le problème, mais à un moment donné, ce que j'ai trouvé ingénieux là, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait en fait, et de créer vraiment un outil spécifique. Un outil ad hoc qui est maison et qui permet d'aller plus loin que les données Google Analytics, mais des données expérientielles, comme celle que je viens d'évoquer et que tu viens d'illustrer très bien. Merci Ramata. Sébastien, les outils qui sont utilisés pour collecter la donnée issue des consommateurs, on a parlé de Google Analytics, on a parlé de l'outil maison de Jennifer sur le transfert de panier des ados vers les parents. À quoi penses-tu? Alors moi, je vais être un peu vieux jeu, mais j'ai envie de répondre le bon vieux questionnaire. Parce que finalement, on se rend compte, et dans les DNVB, c'est souvent le cas, elles posent des questions. Elles posent des questions à leurs consommateurs pour mieux apprendre à les connaître, pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils consomment, etc. Et aujourd'hui, ça a encore une puissance. C'est souvent laissé de côté parce qu'on a l'impression que le questionnaire, c'est très vieux jeu, c'est souvent offline ou c'est au téléphone, etc. Aujourd'hui, vous faites un Google Form, ça prend un quart d'heure, même pas, et vous pouvez avoir, quand vous avez une communauté, un tas de réponses hyper utiles, hyper engageantes, parce qu'en plus, ceux qui prennent le temps d'y répondre, alors il y a souvent une incentive quand même, mais ceux qui prennent le temps d'y répondre, ils y répondent quand même de façon plutôt honnête, et ça c'est important. Donc ça c'est un premier indicateur un premier outil. Et ensuite le deuxième outil qui est encore tourné client. Vous allez dire que je suis obsédé du client, mais c'est peut-être un peu vrai. Vaut mieux quand c'est un business quand même. Ouais, mais tout le monde ne l'est pas. C'est le NPS, qui est donc le Net Promoted Score, qui est une question qu'on envoie au client et on lui demande de 0 à 10. Quelle note tu nous mettrais et à quel point tu serais prêt à nous recommander à un ami, à un proche, etc. Et ça, c'est une note sur laquelle toutes les marques aujourd'hui essayent de s'améliorer parce que c'est un indicateur hyper simple qui prend une seconde au client à répondre, qui est souvent hyper intuitif aussi. Il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions, hyper intuitif. Et ça permet d'avoir un indicateur de satisfaction finalement, satisfaction client et de propagation de l'information, parce que c'est ce qu'on recherche. On a un client, mais on a envie qu'il en parle ailleurs. Alors s'il le fait sur les réseaux sociaux, très bien, mais déjà s'il a cette intention positive, parce qu'en plus de ça, ça peut nous permettre de l'incentiver différemment. On sait qu'il est prêt à en parler à ses amis, on va lui donner les outils. Officiel. On va lui donner les outils. Alors que celui qui nous met 2, on va peut-être se passer de l'huile. Merci Sébastien. Pierre-Louis. Ça dépend si c'est 2 sur 4 ou 2 sur 10, parce que l'échelle joue beaucoup dans la réponse aussi. Ou 2 sur 3, mais bon, bref. Pour rebondir, parce que la notion de Customer Centricity, elle est centrale. Bien sûr. Parce que Google Analytics permet de regarder ce qui a été fait, donc on regarde dans le passé vite. Si on dépasse un tout petit peu le choix de l'outil en lui-même, parce qu'il y a des technos partout, chez Adobe, chez Oracle, il y a le comportement, il est aussi dans l'analyse de ce comportement, enfin la vente est dans l'analyse du comportement, pardon, et pour certains secteurs de type FMCG, l'analyse de son programme CRM, c'est-à-dire des gens qui sont consommateurs de bons de réduction ou de cross-catégorie, sont des enseignements absolument majeurs pour modifier sa copie si nécessaire. Donc l'analyse du comportement et donc la Customer Centricity, elle est basée non pas sur des outils, mais sur d'autres mécaniques qui ne sont pas forcément dans les mains du marketing, mais qui peuvent être dans les mains du patron du CRM, voire de la SI ou de la DSI, qui elle-même a une roadmap en termes d'outils. On parle d'utilisation de PIN, de DAM et autres outils, qui donnent aussi de la data. Donc il y a pléthore d'outils.
je pense que le choix de l'outil est lié aussi à sa capacité financière. C'est-à-dire que si vous prenez... Et d'analyse. Et d'analyse, voilà. Et voilà. Et en plus, il y a les ressources Ça sert à rien internes. de collecter des données qu'on ne peut pas analyser. Exactement. Si on ne peut pas les lire, ça ne sert à rien. Et pour revenir sur le stack Google, il y a quand même une fragilité dans l'information. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, ou 2 mois, ou 3 mois, il faut la stocker pour la réutiliser en year-to-date. Tout ça aussi, c'est des questions qui se posent. Si j'ai une information au mois de janvier 2019, est-ce que je serais capable de la réutiliser en 2020, à la même période, pour avoir un year-to-date qui tient le choc sur des bases à peu près similaires. Donc il y a aussi la notion de stockage en termes d'outils et de data qui est importante. Merci Pierre-Louis. Alors justement, tu parlais du fait que si on a plein d'outils mais qu'on ne sait pas les mesurer, on va droit dans le mur, entre guillemets. Enfin, pas droit dans le mur, mais en tout cas, on a des données caduques, en tout cas des informations un peu caduques. Alors justement, quelles sont les pratiques à éviter lorsqu'on souhaite récolter de la data? Flora. Je pense qu'il y a 2 choses qui peuvent créer facilement des difficultés, souvent pour les marketeurs. La première, c'est effectivement cette notion de dispersion dont on parlait tout à l'heure. Le fait de vouloir collecter plein de données et ensuite de se dire on verra bien ce que j'en ferai. En fait, souvent la réponse, c'est rien. Et ça, c'est un peu dommage. Il faut, quand on crée un plan de tagage, quand on crée un plan de collecte de données, vraiment se poser cette question-là en amont, de se dire, en fait, qu'est-ce que je cherche à mesurer? Parce que souvent, en fait, on va aller à la réponse la plus évidente ou la plus commune, ou se dire, du coup, je vais tout collecter et puis après, on verra bien. Et en fait, en réalité, derrière, on se retrouve sous une quantité de choses qui ne sont pas vraiment exploitables et qui répondent peut-être pas du tout à notre besoin. Moi, j'ai déjà eu des expériences en entreprise à concevoir des plans de taillage sur des sites, à entendre des gens dire on va mesurer, on va traquer tous les clics sur les boutons. Ouais, mais en fait, on se reparle dans 6 mois quand tu sais absolument pas à quoi correspondent les clics. Franchement, ça sert à rien. Donc, il y a vraiment cette notion de dispersion qui est hyper importante. Et je pense que... Ouais, en fait, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est vraiment... c'est cette notion-là... moi, je passe ma vie à travailler sur ces sujets-là, à dire, en fait, le four absolu, c'est d'imaginer qu'on peut tout collecter et qu'après, on en fera 10 000 choses. En fait, non, en réalité... Avant de commencer à collecter ces données, posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez envie de mesurer, c'est quoi en fait les objectifs de votre mission. D'où l'importance d'avoir une réflexion stratégique en amont quand on veut analyser de la data. Merci Flora. Ramata, ton avis sur les pratiques à éviter lorsqu'on souhaite récolter de la data pour l'e-commerce? On est effectivement, je te rejoins sur cette notion de dispersion. Après, je trouve qu'il y a aussi le fait d'avoir, effectivement, moi je trouve que c'est un vrai avantage d'avoir accès à de la donnée, notamment des plateformes comme Shopify qui publient en fait des rapports tous les ans sur des données, particulièrement sur le domaine de la mode, puisqu'il y a énormément de marques qui sont sur Shopify et elles vont être extrêmement précises en termes d'évolution du comportement d'achat du consommateur, de nous dire précisément où est-ce qu'il y a du potentiel en fait en termes de marché. Et donc elles vont nous expliquer avec ces rapports qui sont accessibles à tout le monde que la Chine c'est le marché sur lequel il faut se positionner. Alors en ce moment avec ce qui se passe, pour le coup si on a tous lu le même rapport et qu'on fait tous la même chose, il y a un moment donné où ça peut être en fait, il faut avoir des réserves avec toutes ces données qui sont disponibles sur lesquelles on vous dit c'est un peu des livres blancs où ça vous donne des informations qui sont précises parce que c'est basé sur la data. Ça veut dire qu'il faut faire preuve de recul. Voilà. Pour moi, à un moment donné, il y a le côté ne pas se disperser, mais il y a aussi, on a tous finalement accès à la même information. Donc, de baser sa stratégie sur, on va aller sur ce territoire-là, ou alors, tiens, il y a un enjeu avec Amazon, eBay, c'est bien d'avoir un bon site e-commerce, mais en même temps, Amazon, c'est vraiment comme un outil de recherche. Donc, aujourd'hui, il faut pouvoir être dessus aussi. Si tous les acteurs vont dessus en même temps, finalement, le gain, il ne sera pas si bon que ça. Donc, pour moi, il y a quand même un sujet de... effectivement, je ne me disperse pas et aussi, je vais essayer de garder peut-être une certaine authenticité ou originalité et peut-être me dire, si j'ai envie d'innover, je ne vais peut-être pas suivre toutes les conclusions des rapports, en fait. Mais à un moment donné, se dire, en fait, on ne va pas lire le rapport, on va réfléchir en brainstorming et proposer quelque chose d'autre. Être créatif. Ouais. Ce serait pas mal. Merci Ramata. Sébastien, ton avis sur les pratiques à éviter lorsque l'on souhaite récolter de la data e-commerce? Il y avait ça, il y avait de ne regarder que la data, parce que finalement, c'est regarder le passé, et à un moment, si on a envie de disrupter un marché, d'inventer quelque chose, peut-être qu'il va falloir aller plus loin que la data. Ensuite, il y a, ça c'est le premier point, et le deuxième, c'est l'a priori. C'est qu'en fait, on a des chiffres,
Et suivant l'a priori qu'on a en analysant les chiffres, on peut en tirer des conclusions différentes. Et je pense qu'il faut réussir à les regarder assez froidement et à les regarder aussi par rapport à notre plan stratégique. Et c'est ce qui, des fois, peuvent être un peu comment dire, challengés, parce que voilà, dans certaines entreprises, il va y avoir un directeur marketing qui a des convictions fortes sur quelque chose, et du coup, il va aller chercher la data qui l'arrange. Et je pense que ça, c'est un risque. C'est un risque c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de data scientists, etc., qui sont extraits finalement des stratégies pures, c'est qu'ils essayent de donner une vision plus froide, etc. Et je pense que c'est vraiment ça. Donc, prendre un peu de recul et aussi avoir un peu de curiosité et d'ingéniosité pour aller au-delà de la data. Merci Sébastien. Pierre-Louis, ton avis sur le fait qu'il y a des pratiques à éviter lorsqu'on regarde... C'est pas à éviter, en fait on va faire l'inverse, je suis désolé, mais on va vas-y. absolument à faire le must-do absolu en matière de data, c'est réfléchir à la structure de la data et à sa nomenclature avant de lancer quoi que ce soit. Pour deux raisons. Un, cette nomenclature-là, elle est partagée à l'ensemble des personnes qui travaillent dans la même entreprise, voire avec des partenaires ou des fournisseurs. Donc cette nomenclature, c'est quelque chose qu'on grave dans le marbre et qui permet aussi, si on a un responsable e-commerce qui s'en va et changé par un nouveau, d'avoir toujours ce même socle de lecture de l'information. Et ça évite aussi d'orienter la lecture de la data par un directeur marketing qui voudrait que ce soit bien alors que ce n'est pas forcément très bien, ou quelqu'un, un fournisseur, une agence quelle qu'elle soit, qui va elle-même orienter la data pour dire on a fait du super boulot. La nomenclature, les données. Il faut blockchainer. J'exagère. En tout cas, il faut la nomenclaturer voilà, de façon. Et à tel point que maintenant, il y a des gros annonceurs américains qui incentivent leur agence sur le respect de cette nomenclature avec des taux de matching qui doivent dépasser par exemple les 95%. Si la nomenclature n'est pas respectée à hauteur de 95% dans l'implémentation des tags, de l'ad serving ou de tout ce qui concerne le stack Google, à ce moment-là, l'agence ou le partenaire média perd un peu de sa rémunération. Ça va extrêmement loin. La nomenclature de la data prime sur tout. Et le dernier point par rapport à cette nomenclature, c'est que ça oblige en fait n'importe qui à réfléchir à la stratégie data en amont. Exact. On en revient à cette fameuse réflexion stratégique en amont. Donc, pour revenir à ta question, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas avoir de nomenclature. Merci Pierre-Louis. On en arrive à notre dernière question. Et là, je vous laisse le temps qu'il faut pour y répondre. Quelles sont les datas à récupérer pour accroître ces conversions, Flora? Alors là, je vais revenir à ce sujet de planification, je pense. Moi, si je devais retenir vraiment un conseil pour bien suivre ces données et améliorer ces conversions, ce serait en fait d'établir sur l'ensemble du funnel de conversion qu'on va avoir, donc l'ensemble du parcours client depuis son stade d'acquisition, donc vraiment éventuellement sur les réseaux sociaux, sur Google, etc., jusqu'à la validation du panier, de définir à chaque fois pour chaque étape vraiment une donnée clé, un KPI, et de chercher à gagner ce petit point d'incrément sur l'ensemble de ces différentes étapes. Encore une fois, souvent, en fait, ce qu'on regarde dans les données, moi, ce que je vois, donc chez Payplug, on travaille beaucoup avec des marchands qui font du e-commerce. Donc, ce qu'on entend beaucoup quand on discute avec eux, c'est qu'ils vont nous dire « Ah ouais, mais j'ai un coût d'acquisition pour faire venir du trafic sur mon site à temps. » Et ensuite, après, j'ai X produits mis au panier, et puis après, j'ai juste mon chiffre d'affaires. Et en fait, derrière, quand on leur dit, bah ouais, mais alors attends, parce que tu as X% de ton site, de tes internautes qui ont abandonné le paiement, leur panier au moment de remplir leur numéro de carte bancaire sur leur page de paiement. C'est un exemple que je connais, puisque forcément, c'est celui sur lequel on travaille. Mais en fait, en général, ils tombent des nues en disant, ah, j'ai jamais regardé. Et en fait, penser à segmenter l'ensemble des étapes en fait, possibles dans l'intégralité du parcours d'achat sans négliger en fait, toutes ces étapes intermédiaires, c'est ce qui permet en fait, d'aller récupérer cet incrément de chiffre d'affaires et de vraiment aller gagner de la conversion. Je vais donner un exemple. Nous, on a des marchands comme ça qui en moyenne gagnent entre 8 et 10% de taux de conversion simplement en travaillant sur le design de leur page de paiement. Oui. 10%, en fait, si on prend un peu de recul, c'est un mois de chiffre d'affaires. Bah oui. Et en général, ils nous disent « Ah, j'y avais pas pensé ».
c'est quand même vraiment dommage. Et je pense qu'en fait, sur chacune de ces étapes, de ces étapes du funnel, si vous pouvez aller taper 1, 2, 3% d'amélioration, en fait, à la fin de l'année, ça vous fait un mois, un trimestre de chiffre d'affaires en plus. Merci Flora. Ramata, ton avis sur les datas récupérées pour accroître ces conversions. Donc là, on vient de le voir sur le fait de segmenter toutes les étapes de l'expérience client jusqu'au moment où il va rentrer son numéro de carte bleue, de travailler également sur des données liées peut-être au CMS. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas au look and feel du site qui peut faire gagner des parts de marché. Ça, c'est ce que nous a évoqué Flora. De ton côté, de par ton expérience, dans le secteur de la mode notamment? Moi, ce que j'aurais envie d'évoquer, c'est dans le secteur de la mode, l'une des maladies, c'est le stock en fin de saison et notamment la répartition de stocks sur des tailles en fait, qui ne seraient pas les tailles dont ont besoin les clients, et que ce soit sur un site internet finalement ou en boutique. Et donc, il y a un vrai enjeu. Donc, on sait que ça, c'est finalement des éléments que l'on a en termes de résiduels. Et pour travailler là-dessus, l'idée, c'est de savoir comment, finalement, quand on a des retours sur certains produits de clients, des taux de retour importants avec la mention ça ne m'allait pas, ce n'était pas à ma taille. Il y a des plugins qui ont été créés, donc des structures qui se sont développées, notamment une qui s'appelle Fit Easy, qui va finalement travailler en partenariat avec les marques. Et quand un consommateur arrive sur le site, il a la possibilité en fait de donner des indications de sa mensuration en fait. Et ce plugin va lui présenter les produits qui lui vont. Ce qui fait qu'on est moins dans cette situation de frustration où on fait son shopping et à la fin on se dit super, cette robe elle est géniale, mais enfin elle n'est pas à votre taille. Alors ça a l'air de rien comme expérience client, mais n'empêche qu'au niveau du business, si on peut éviter ça, c'est mieux de finalement avoir un potentiel client qui arrive sur un site sur lequel il n'y a que des produits qui lui vont. Et ça, en expérience d'achat, c'est plutôt idéal. On n'est plus dans on n'a pas la frustration qui arrive qu'à la fin, en fait. Parce qu'en général, c'est quand on arrive au panier et qu'on sélectionne la taille, on est prêt à acheter. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit « Ah bah non, votre taille n'est pas dispo ». Et donc, pour moi, il y a vraiment des enjeux comme ça de finalement, problématiques du business qui ont toujours été là, qui sont fréquentes, sur lesquelles, finalement, le digital, le e-commerce, ça va nous permettre d'apporter des solutions qu'on n'avait pas forcément, finalement, sur de l'achat en ligne et qui vont, en termes de taux de conversion, vraiment permettre d'apporter de belles solutions. Merci Ramata. Sébastien, est-ce que tu peux nous donner justement ton avis sur les datas récupérées pour accroître ces conversions? Alors, il y a pour accroître et il y a pour contrôler sa conversion. Et je voulais compléter un peu ce que disait Ramata sur les taux de retour. Parce qu'en fait, souvent, on nous dit, moi, j'ai tel taux de conversion, mais on oublie le retour. C'est quand même un taux de conversion négatif. Et suivant les marchés, on peut être à 30% de taux de retour. Donc, ça veut dire que ça diminue quand même grandement le taux de conversion, ça augmente énormément le coût d'acquisition, parce qu'au-delà du coût d'acquisition pur pour le premier achat, il y a la logistique aller, la logistique retour, le potentiel risque que le produit soit plus conforme, mais qu'on ait quand même remboursé le client parce qu'on est dans le customer centric et qu'il a un peu déchiré, etc. Ou d'ailleurs le logisticien, c'est pas toujours que le client qui fait des fautes. Donc, et ça coûte excessivement cher. Et ça, on l'oublie. Ouais. Bizarrement, on l'oublie. Les retours, c'est quelque chose qui sont très peu considérés. Les marques surtout ont cette envie de croître très vite et du coup d'aller chercher des nouveaux clients et ils oublient de calculer cela. Et je pense que aux États-Unis, c'est quand même quasiment 30% de retour sur le e-commerce. C'est plus de 300 milliards l'année dernière qui a été retourné. C'est énorme. Donc on n'a pas encore de chiffres à ce niveau-là en France, mais c'est important et ça doit être pris en compte dans toute l'expérience parce que l'expérience pour la marque, elle ne s'arrête pas au moment où le client il l'a acheté, elle s'arrête au moment où le client il utilise vraiment le produit. Merci Sébastien. Entre ce que tu viens de dire et ce qu'a dit juste avant Ramata, je sens qu'il faut en tout cas créer une sorte d'empathie technologique. C'est-à-dire que suite à un certain nombre d'informations qu'on détient sur le client, limiter au maximum les déceptions, que ce soit à travers les tailles comme tu l'as évoqué ou que ce soit à travers une expérience passée basée sur les retours. Merci. Pierre-Louis, c'est toi qui as le mot de la fin. Donc limiter la déception et à l'inverse, augmenter le taux de rachat. Parce que quand on parle de conversion, on parle du premier achat sur un individu ou on parle de plusieurs achats. Si j'ai un taux de conversion qui intègre un deuxième voire un troisième achat, je pourrais très bien considérer que j'ai gagné et donc que ça devienne un objectif. Enfin, j'ai les retours effectivement, mais si je passe de 1,8 à 2,2 achats dans l'année, quel que soit le produit ou le secteur, à ce moment-là, je peux très bien dire j'ai bien fait mon travail ou pas. Donc l'augmentation du taux de conversion, elle doit se calculer par individu, évidemment, et non pas par vente,
customer centrique et de voir quel est le taux de réachat derrière et voir comment je peux l'optimiser. La conversion, pour moi, elle doit intégrer une vision beaucoup plus long-termiste que juste le post-click ou le post-buy du premier achat et du premier individu. Mais il y a une donnée qu'on n'a pas donnée. Merci Pierre-Louis. Il y a une Sébastien. donnée qu'on n'a finalement pas mentionnée, c'est la lifetime value. Et ça va dans ce sens-là, c'est ce qu'on considère. Donc c'est finalement, on essaye de projeter combien le client va pouvoir nous rapporter dans sa vie avec la marque. Et donc c'est toujours du prospectif, malgré tout, surtout sur les jeunes marques. Mais c'est hyper important, c'est de savoir pour les marques d'abonnement combien de temps le client il va rester abonné, parce que du coup, c'est pas la même. On calcule pas le coût d'acquisition, on calcule pas. Enfin, toute la donnée, elle est différente. Donc ça, c'est important et ça va dans le sens de ce que tu disais. Avec une limite, c'est qu'en fait, oui. beaucoup d'entreprises ont une vision à 1 an, Oui. avec un cut au 31 décembre. Ce qui veut dire que tout ce qui est fait au 31 décembre, on est bon, et la lifetime value, il y a beaucoup de produits qui sont sur des durées à 2, 3, voire 7 ans pour l'automobile, par exemple. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la structure même du capitalisme, c'est-à-dire le stop and go au 31 décembre et puis la redistribution des dividendes aux actionnaires, pose un problème par rapport à l'efficacité des ventes vues sur du long terme. Merci. Là, on ouvre le débat. Merci Pierre-Louis. Non, mais c'est très intéressant parce que je vois qu'on parle e-commerce et on peut penser souvent que l'e-commerce c'est un petit peu de la microéconomie alors qu'en réalité ça a une incidence sur la macroéconomie. Et donc merci de nous sensibiliser sur ce point et surtout merci de nous avoir expliqué que faire avec de la donnée quand on se lance dans le e-commerce ou quand on est déjà confirmé. Merci Flora, merci Ramata, merci Sébastien, merci Pierre-Louis. Ainsi s'achève ce débat sur l'usage de la data en e-commerce. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. 3 types de data sont à maîtriser en e-commerce. La data socio-démo, la data comportementale, la data transactionnelle. 2. Parmi les data opérationnelles clés, le chiffre d'affaires, le taux de marge, les tendances d'achat. 3. Il est important de prendre du recul sur les datas brutes utilisées par l'ensemble du marché. Il faut savoir en tirer des éléments de différenciation et cela sera la clé pour se démarquer de la concurrence. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.